Bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire Les nouveaux risques de l'intelligence artificielle et comment s'en protéger. C'est le deuxième événement de la semaine de la Cyber Week que nous organisons avec YouSecure. Hier, nous avons publié une infographie sur la cybersécurité qu'on vous invite à aller regarder sur notre page. Aujourd'hui, le webinaire Les nouveaux risques de l'intelligence artificielle et comment s'en protéger. Demain, nous aurons aussi un autre événement sur la cybersécurité sur lequel nous vous invitons à vous connecter. J'ai le plaisir d'accueillir Brice Leff et Jordan Assouline qui nous ont fait l'honneur de participer à ce webinaire et de partager leurs connaissances sur les sujets. Un mot très rapide et ensuite je vous laisse la parole. Je rendrai la parole à Lucille en tant que maîtresse de cérémonie. L'événement est organisé par le groupe YouMade, qui est un groupe multispécialiste qui existe depuis une vingtaine d'années au travers de ses marques Algofi, IT Finance de Marché. Je vois qu'il y a pas mal de consultants et de personnes de la structure d'Algofi et de YouSecure, la marque cybersécurité du groupe que nous avons fondée en fin d'année dernière. Donc, nous sommes le petit nouveau du groupe. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je vous propose de passer la main à Lucille qui présente les intervenants et ensuite, bon webinaire à tout le monde. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire YouSecure avec deux experts de renom, Brice Leff et Jordan Assouline, que je ne présente plus. Alors, pour présenter brièvement Brice et Jordan, Brice Leff occupe le poste de Key Account Manager chez Rivo Cloud et Cybersecurity. Grâce à son expérience, Brice a contribué à l'élaboration des programmes Zero Trust chez des leaders tels que Airbus, Air Liquide ou encore Veolia. Et c'est un participant très actif au Tech Show. Il intervient régulièrement dans diverses conférences du secteur de la cybersécurité. Pour dire quelques mots sur Jordan, Jordan occupe le poste de Customer Engineer et DevSecOps chez Google Cloud. En plus de son rôle chez Google, Jordan est formateur sur la plateforme d'e-learning Udemy et auteur d'un livre sur le DevSecOps qui s'intitule Développer et administrer vos services en toute sécurité. Pour celles et ceux que cela intéresserait, je vous mettrai les liens du livre et de ses cours sur Udemy dans la conversation. Dans ce webinaire, donc comme l'a dit Saro, Brice et Jordan aborderont le sujet des nouveaux risques de l'intelligence artificielle et comment s'en protéger grâce au Zero Trust. Ce webinaire est interactif, donc je vous encourage vivement à poser vos questions, à échanger, à participer au débat afin d'en savoir davantage sur ce sujet qui est très tendance en ce moment. Cependant, afin de garantir une présentation qui reste quand même un petit peu organisée, nous vous prions de respecter juste une règle simple, c'est de poser vos questions dans la conversation Teams ou de lever la main et Brice et Jordan vous donneront la parole par la suite. Donc voilà, je vais laisser la parole à Brice et Jordan pour cette belle présentation et je vous souhaite un bon visionnage. Merci beaucoup. Ok, c'est bon, on voit la présentation. On écoute. Je vais te laisser juste introduire cette slide. En fait, de façon très schématique, ce qui va se passer, c'est que Brice va vous introduire un petit peu cette slide. Et ensuite, on va passer à une explication de comment fonctionne l'intelligence artificielle générative, en quoi est-ce qu'elle diffère avec l'intelligence artificielle traditionnelle, les risques qu'elle présente, un certain nombre d'exemples que je vais essayer de vous donner. Et ensuite, on partira sur quelque chose de plus défensif dans le sens où Brice, avec l'aide du Zero Trust, va essayer de vous expliquer de façon schématique et simplifiée comment est-ce que le Zero Trust va pouvoir nous protéger dans un certain nombre de ces situations-là. Et après, ce sera le moment des questions-réponses et des échanges entre nous tous. À toi la main, Brice. Ok, merci. Donc, du coup, sur cette slide, on a voulu faire un peu, voilà, on connaît les activités du groupe et on a voulu vraiment le centraliser sur l'aspect bancaire. Alors, en prenant une overview plus globale, et comme c'est l'IA, on a commencé par le nombre d'attaques qui s'est multiplié au niveau de tout ce qui est hameçonnage au niveau des mails. C'est une augmentation assez impressionnante.
notamment par le fait que dans la plupart des cas, quand on avait des mails qui étaient envoyés, qu'on sentait qu'il ne fallait pas trop cliquer, on le sentait parce que la syntaxe n'était pas assez bonne. Là, aujourd'hui, avec ChatGPT, ça permet de créer, et Jordan y reviendra, des deepfakes, donc des textes très réels, et de ce fait, d'avoir beaucoup plus d'attaquants qui on va dire, prennent au jeu. Donc, ça a une conséquence directe sur la cyber, c'est que 75% des attaques sont liées à l'identité, donc un vol d'identité, rentrer votre mot de passe suite on vous envoie un email des impôts, par exemple, qui est fake mais très bien fait. On rentre le mot de passe et c'est fait. Donc ça, c'est une augmentation considérable. Il y a d'autres KPI qui sont intéressants, notamment sur l'IA. Alors, tout le monde utilise l'IA aujourd'hui. Que ce soit dans le cadre professionnel, dans le cadre d'un projet que l'entreprise a mis en place, ou que ce soit dans notre cas sur ChatGPT. Et il y a une étude qui est du World Economic Forum qui dit que 93% des entreprises aujourd'hui l'utilisent sans sécuriser la data. Donc ça peut être quand on va prompter dans ChatGPT et qu'au final, on va mettre des informations très, très sensibles dedans, ou ça va être la mise en place par l'entreprise, et l'entreprise va s'empresser de connecter l'IA à toutes les bases de données sans vérifier forcément la criticité des données qu'il y a derrière. Ensuite, au global, d'un point de vue cyber, il y a 27% des attaques qui visent directement le secteur financier et bancaire. Et le coût moyen dans ce secteur, c'est de 5,72 millions d'euros. Le coût moyen, ça peut aller très loin, comme ça peut être, en tout cas, il y a toujours des impacts, ne serait-ce que sur la réputation. Vous voyez la suite? Ok, très bien. Donc, pour revenir toujours sur la partie World Economic Forum, il y a cette cartographie qui est assez, qui parle d'elle-même, en fait, qui arrive à cartographier les risques, en tout cas la conséquence de l'aspect technologique et le rôle de la sécurité là-dedans, et son rôle notamment dans par exemple, misinformation et désinformation. Donc ça, on peut voir que la création, encore une fois, des deepfakes, voilà, ça peut être aussi, par exemple, pirater un compte sur Twitter, envoyer voilà, sur le compte de je sais pas, d'Edouard Philippe, ça peut être envoyer quelque chose en particulier pour avoir des impacts au niveau de la géopolitique. On le sait avec les élections qui arrivent, c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Et on a aussi la partie où c'est vraiment aujourd'hui vraiment des organisations étatiques qui prennent en charge cet aspect IA, donc ça revient aussi avec l'aspect géopolitique, mais aussi des organisations. Ça peut être aussi lié à l'espionnage industriel et tout ce qui est offensif dans l'aspect purement IT. Donc, ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est que sur la partie, sur 2 ans, le risque est toujours marqué, c'est celui de la cyber, parce que aujourd'hui, l'IA, elle a un potentiel exceptionnel, mais on n'a pas encore trouvé tous les cas d'usage. Mais au fur et à mesure, et notamment avec la Gen AI, ça va devenir le risque principal, en tout cas sur l'aspect cyber, au-delà des risques éthiques, enfin des risques environnementaux au global. Et donc, moi, je vais plutôt vous expliquer, parce que Brice vous a donné pas mal de mots, comme ChatGPT, comme la Generative AI et d'autres choses intéressantes, mais pour qu'on puisse tous parler le même langage, j'aimerais juste refaire un tout petit point rapide sur ce que c'est que la Generative AI et l'intelligence artificielle en général. L'intelligence artificielle générative, ce qu'on entend beaucoup parler ces derniers temps, c'est une vraie révolution qui change la donne dans notre façon de travailler, mais aussi dans notre interaction avec les machines. Parce que contrairement à l'IA traditionnelle, qui, elle, va analyser les données et ensuite prendre des décisions, ou alors automatiser des tâches, ou faire des prédictions. Ça, on connaît, par exemple, faire des prédictions de forecast, faire des prédictions sur un certain nombre d'objets qui vont être vendus pendant une période et pas une autre. Ça, c'est l'IA traditionnelle. Et puis, on a l'IA générative qui, elle, va aussi analyser des données, mais cette fois-ci, plutôt que de faire de simples prédictions classiques, elle va créer quelque chose de nouveau à partir de ses apprentissages. En gros, pour que vous compreniez bien la différence entre l'IA générative et l'IA traditionnelle, essayez de voir la différence qu'il existe entre un robot qui va trier des courriers, okay, ça c'est l'IA traditionnelle, et un artiste qui va être capable de peindre un tableau basé sur ce qu'il a appris du monde. Et ça, c'est l'IA générative. On est vraiment sur 2 paradigmes différents. Alors, ChatGPT, Brice en a parlé. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ChatGPT, il est capable de comprendre et de générer du texte aussi naturellement qu'un humain. Vous pourriez lui demander de rédiger, par exemple, une lettre professionnelle.
ou alors de répondre à une question complexe. Et ça, il serait capable de le faire en quelques secondes à peine. On a aussi d'autres outils comme par exemple DALL-E, qui va pouvoir, à partir de simples descriptions que vous allez lui donner, des descriptions textuelles, il va les transformer en images, comme si vous décriviez un paysage et que, comme un peu par magie, ce paysage, il apparaisse devant vous. Alors, dans le secteur bancaire, comment est-ce qu'on peut imaginer la façon dont ça peut avoir un impact fort? Eh bien, cette technologie de l'intelligence artificielle générative, elle va transformer les opérations. En gros, imaginez un assistant virtuel qui répond instantanément aux questions de vos clients. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le dimanche et la nuit aussi. Il va offrir un service qui est personnalisé à chaque interaction. C'est-à-dire qu'il va pouvoir comprendre et savoir à l'avance qui est la personne qui lui pose une question. Mais ça, c'est quelque chose de classique qu'on peut retrouver partout. Maintenant, imaginez un système de détection de fraude qui va pouvoir analyser toutes les transactions en temps réel et identifier les anomalies avant même qu'elles ne puissent causer des dommages. Donc l'IA générative, ce n'est pas seulement une simple avancée technologique, c'est aussi un outil puissant qui réinvente complètement l'expérience client et la sécurité bancaire. Donc si jamais vous n'avez jamais testé l'IA générative, vous pouvez le faire gratuitement sur ChatGPT ou sur Gemini. Donc, en gros, à quoi ça va ressembler? C'est qu'on peut demander, par exemple, à Gemini de créer une histoire en 2 secondes avec un chien qui voyage dans l'espace et demander aussi un récit qui va être captivant, qui va pouvoir faire plein de choses autour d'un conte pour enfants. En gros, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, générer du texte, générer des images, que ce soit d'ailleurs pour des projets créatifs, des campagnes marketing, des interactions clients enrichies. En gros, les possibilités sont vraiment infinies et ultra excitantes. Si vous n'avez jamais essayé, allez-y. Ne l'utilisez pas comme on pourrait utiliser le Google Search classique, mais allez-y en lui demandant de créer quelque chose. Retenez bien que l'intelligence artificielle générative, là où elle fait la différence et là où elle est vraiment intéressante, c'est dans la création, pas juste dans la réponse de questions. Mais comme toute technologie on va dire, puissante et révolutionnaire, l'IA générative, elle apporte des avantages incroyables, mais des défis qu'il faut relever. Donc, imaginez l'impact de l'automatisation sur les emplois, par exemple. Les tâches répétitives et manuelles, elles peuvent être remplacées. Et ça, c'est une opportunité pour certains, mais ça peut être une menace pour d'autres. On a aussi la collecte massive de données qui pose des questions sur la vie privée. Comment est-ce qu'on peut protéger les informations personnelles de manière adéquate? Sur le plan de la sécurité, l'IA, elle peut être utilisée pour des cyberattaques sophistiquées, ce qui va pouvoir mettre en danger des systèmes critiques. Mais il y a un autre risque dont on ne parle pas forcément beaucoup, c'est le risque de biais qui peut exister dans les décisions qui sont prises par l'IA et qui peuvent notamment conduire à des discriminations. Je vous donne un exemple concret. Imaginez un système d'intelligence artificielle générative qui va automatiser le recrutement de nouvelles personnes. Ce système d'intelligence artificielle générative, il est spécialisé dans les recrutements de métiers de l'IT, donc de développeurs informatiques, de responsables IT, de CTO, bref. Vous voyez un petit peu l'idée. Mais malheureusement, il existe un certain biais aujourd'hui, puisque la majorité de ces postes, statistiquement, sont occupés par des hommes et non par des femmes. Et donc, si on entraîne le système sur les données actuelles, eh bien, le système va référencer de manière générale le prototype du personnel IT comme étant une personne de sexe masculin. Et donc, pour être amené à faire des discriminations, par exemple, lorsqu'il reçoit 2 CV identiques, un CV masculin et un CV féminin, et donc il pourrait se dire, vu que mon profil type, c'est celui d'une personne de sexe masculin, eh bien, je vais plutôt recruter cette personne-là. Donc, ça peut créer des biais dans ce style-là. Et on a un autre problème qu'il existe aussi avec l'intelligence artificielle générative, c'est que les systèmes autonomes, par exemple les voitures qui se conduisent toutes seules, qui est responsable en cas de problème? S'il y a un accident avec une voiture autonome, c'est qui le responsable? Est-ce que c'est le constructeur de la voiture? Est-ce que c'est le développeur du système d'automatisation? Est-ce que c'est le conducteur, même s'il ne conduit plus vraiment? C'est des vraies questions auxquelles il faut répondre. D'ailleurs, une des raisons principales pour laquelle il n'y a pas de voiture autonome en France, c'est les difficultés liées à ce souci dont je viens de vous parler, c'est-à-dire la capacité à pouvoir identifier les parties prenantes responsables en cas d'accident.
Donc, pour chaque avantage, il y a un risque qu'il faut gérer. Mais si on est conscient de tous ces défis, on va pouvoir mettre en place des stratégies pour les atténuer et utiliser l'IA de manière plus responsable et bénéfique pour tous. Je veux vous montrer un exemple de deepfake dont notre cher ami Brice a parlé. Je vais vous couper le son puisque ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais regardez bien, j'espère que la vidéo est suffisamment fluide, mais regardez bien à gauche, vous reconnaissez Elon Musk, et à droite, c'est Robert Downey Jr., un acteur, si vous ne le connaissez pas. Et ce qui est intéressant, c'est que la vidéo originale, c'est celle-là. C'est Elon Musk qui parle. Et on a réussi à faire un deepfake avec, disons, des performances qui ne sont pas forcément les plus incroyables de la Terre. Donc, imaginez un peu ce qu'il est possible de faire lorsqu'on a des grosses capacités. Et ici, on voit Robert Downey Jr. qui reprend exactement les mêmes expressions de visage, les mêmes mouvements de main, le même discours et la voix qui est la sienne, que là, vous ne pouvez pas entendre, mais que vous pouvez facilement imaginer. Maintenant, imaginez que c'est la vidéo de votre PDG qui annonce une fausse fusion ou une fausse acquisition. Donc, ce n'est pas seulement un jeu d'illusion, là. Là, les deepfakes, ça a l'air réel. C'est de plus en plus sophistiqué, d'ailleurs. Donc, une vidéo de ce type, avec un PDG qui annoncerait une fausse fusion, une fausse acquisition, ça pourrait faire chuter fortement le cours de l'action de l'entreprise et semer une véritable panique parmi les investisseurs et les clients. Donc, la détection des deepfakes, ça devient essentiel pour protéger l'intégrité des informations et la réputation des entreprises. Il faut donc être capable d'investir dans des technologies qui peuvent repérer ces manipulations avant qu'elles causent effectivement des dégâts qui sont irréparables. Et des problèmes de deepfake, il y en a eu beaucoup. Il suffit d'aller sur Internet et de taper deepfake exemple. Et vous allez voir un certain nombre d'événements qui ont eu lieu dans certaines entreprises où des personnes se sont fait piéger parce qu'elles pensaient parler à un de leurs collègues ou à leur PDG, alors qu'en fait, eh bien, c'était une intelligence artificielle qui avait tout généré. Un autre élément dont je voulais vous parler, au-delà du deepfake, c'est ce qu'on appelle le data poisoning. Le data poisoning, qu'est-ce que c'est? C'est un type d'attaque qui est au moins aussi insidieux que celui d'avant. C'est une technique qui consiste à introduire des données qui sont corrompues dans tous les ensembles à partir desquels les modèles d'intelligence artificielle générative s'entraident. Si vous regardez bien le schéma, ici à gauche, vous allez avoir des données qui sont propres, c'est-à-dire des données de base qui sont mises à jour par des personnes qui appartiennent aux entités d'intelligence artificielle. Et c'est à partir de ces données-là qu'on va pouvoir faire des prédictions ou alors générer du nouveau contenu, des réponses à des clients ou faire des prises de décision. Imaginez que maintenant, on arrive à injecter des données corrompues. C'est ce que vous voyez en rouge. Dans le secteur bancaire, on va prendre cet exemple-là. Dans le secteur bancaire, imaginez que le système d'IA est conçu pour détecter des fraudes. Mais si jamais un attaquant, il ajoute plein de transactions frauduleuses qui sont déguisées en transactions légitimes dans les données d'entraînement, alors le modèle, lui, il va se dire, ça fait partie de mes données d'entraînement, donc ce sont des transactions sûres, alors je ne vais pas activer la détection de la fraude, c'est OK, ces transactions sont correctes. Et donc ça va pouvoir entraîner des pertes financières importantes et aussi nuire à la réputation de la banque. Et ce n'est pas du tout si compliqué que ça à faire, puisque comme vous l'avez entendu juste avant par Brice, 93% des données utilisées par l'intelligence artificielle ne sont pas sécurisées. En tout cas, pas suffisamment. Donc, ça serait beaucoup plus simple à faire ça que de faire des attaques très sophistiquées qui consisteraient à essayer de casser le réseau pour s'introduire chez une entreprise qu'on souhaite attaquer. Donc, pour se protéger, il faut évidemment valider rigoureusement toutes les données qu'on utilise, utiliser des sources fiables, mais surtout continuellement surveiller les performances des modèles qu'on utilise et surtout adopter des techniques d'apprentissage qui sont vraiment très robustes. Et toutes ces mesures proactives qu'on met en place en amont d'attaque, elles sont indispensables pour que le jour J où quelqu'un essaye d'introduire une manipulation malveillante ou d'altérer l'intégrité des systèmes d'intelligence artificielle, eh bien, on puisse y répondre et on puisse répondre de manière pertinente et efficace. Évidemment, je pourrais vous en citer des dizaines d'autres attaques, mais je ne pense pas que vous soyez là pour voir un listing de toutes les attaques possibles en intelligence artificielle. Je vous ai montré ces deux-là qui sont quand même assez centrés sur les nouvelles pratiques de l'IA générative. Et là, maintenant, on va passer à une autre facette de ce sujet qui est comment est-ce qu'on peut se prémunir de ce type d'attaque
donc les attaques autour de l'intelligence artificielle, grâce, entre autres, au Zero Trust dont va nous parler Brice. Donc, je te propose, Brice, de reprendre la main et de pouvoir introduire ce sujet. Oui. Et la notion, entre autres, elle est importante parce que l'IA, c'est le dernier niveau de risque en tout cas, ça accentue pas mal les risques. Mais on a une réflexion de toute façon sur l'aspect cyber depuis pas mal de temps sur comment aborder la cybersécurité d'aujourd'hui parce que, comme je le disais, au niveau de la cybersécurité, il y a une réflexion qui a été faite depuis plusieurs années et elle a été faite notamment parce que les usages ils ont sacrément changé. Avant, l'IT, c'était un peu un support du métier et de plus en plus, l'IT, ça devient le métier. Et l'usage, en tout cas le modèle de consommation de l'IT a totalement changé. À commencer par exemple le BYOD, Bring Your Own Device. Aujourd'hui, ça dépend des entreprises et ça dépend du contexte des entreprises, mais il y a de plus en plus d'utilisateurs qui peuvent utiliser leur PC personnel, par exemple, s'il y a juste besoin d'avoir un accès à Gmail, par exemple, un Gmail ou au G-Drive de l'entreprise. Ça peut être aussi les différents types de devices, ça peut être des téléphones, ça peut être des tablettes, ça peut être aussi des écrans aujourd'hui. Donc il y a une multitude de devices qui commencent à proliférer au sein en tout cas au profit de l'utilisateur. Il y a aussi eu la démocratisation du travail à distance, donc du remote working, qui a été accentué, d'autant plus accentué par le Covid. Il y a eu pas mal d'attaques qui ont eu lieu pendant cette période, notamment parce que les entreprises n'étaient pas prêtes à avoir un modèle aussi large de remote working. Il y a aussi la décentralisation des infrastructures IT. Alors avant, là où on est vraiment dans les entreprises qui changent le modèle de consommation, c'est un peu le modèle cloud. Jordan pourrait mieux vous en parler, il est chez Google, mais c'est un peu as a service. C'est-à-dire que toutes les infrastructures vont être déportées dans les data centers des cloud providers. Et de ce fait, l'entreprise se retrouve à avoir des data centers qu'elle ne possède plus en elle-même. Forcément, elle possède sur des couches particulières, mais pas sur l'aspect physique, et qui peuvent se retrouver aux quatre coins du monde. Donc aujourd'hui, l'informatique est beaucoup plus, en tout cas les serveurs et la manière de consommer les ressources serveurs sont beaucoup plus décentralisées. Ensuite, il y a eu évidemment les cyberattaques ont augmenté considérablement. Et surtout, les hackers se sont professionnalisés et ça devient, comme on disait tout à l'heure, des fois des acteurs étatiques, donc avec des moyens considérables. Et d'un point de vue aussi d'interaction, donc du business, il y a toute la supply chain, les clients, les partenaires qui peuvent être interconnectés au système de l'entreprise. Et si on ajoute à ça, pour reprendre l'exemple de Jordan sur les voitures qui sont interconnectées, qui appartiennent à l'utilisateur, mais aussi à l'entreprise qui fournit le service qui va permettre de conduire automatiquement. Donc, la multiplication aussi des interactions et des devices qui sont interconnectés au site d'une entreprise. Donc, suivant. Si possible, Jordan. Merci. Donc, le Zero Trust, alors, vous allez voir que il y a souvent si vous tapez Zero Trust sur Google, vous allez souvent voir qu'il y a souvent la phrase qui arrive, Never Trust, Always Verify. Donc ça, c'est un principe qui est valable pour tout. C'est plus une sorte de... La confiance ne doit pas être forcément implicite. Je prends un exemple, c'est pas parce que vous avez confiance en votre ami que vous allez laisser forcément conduire bourré. Donc on doit toujours vérifier sa condition avant de lui faire totalement confiance, même si on lui fait quand même un peu confiance. C'est pour ça qu'il y a une maxime que je préfère à l'aspect Zero Trust, c'est plutôt le soupçon détruit la confiance niveau par niveau. Et ça, on le verra un peu plus tard dans la présentation. Pourquoi c'est un peu plus adapté ou on est au concept de Zero Trust. Sur le... C'est bon. Si vous voulez participer, allez-y. Je pense pas que c'est dans le thème. Au niveau du Zero Trust, donc les concepts, on appelle ça les tenets. En fait, c'est des concepts qui paraissent, en tout cas à nos yeux, assez logiques. Donc, il ne faut jamais faire confiance par défaut. Toujours vérifier chaque demande d'accès en continu. Et ça, c'est ça qui est assez nouveau d'un point de vue de sécurité parce que bien souvent, la confiance est accordée une fois puis on ne la remet pas en cause. Le principe du moins de privilège, c'est un peu le même principe que dans l'aspect militaire où on dit
le droit d'en connaître. Par exemple, si je suis à l'habilité secret défense, ça ne veut pas forcément dire que j'ai accès à tous les dossiers secret défense. Il faut que uniquement j'ai accès aux dossiers qui sont certes secret défense, mais sur lesquels je suis habilité à travailler. La microsegmentation, donc d'un point de vue réseau, ça veut dire de restreindre au maximum le chemin d'accès jusqu'à l'application et la data. On peut faire la comparaison, par exemple, avec par exemple, le président Biden était en France il n'y a pas longtemps. Ben, on a sécurisé tout le périmètre de sécurité, voilà, mais on n'a pas sécurisé, on a sécurisé un peu la ville de Paris, mais un peu plus le chemin qu'il allait emprunter. C'est un peu pareil avec la microsegmentation, en mettant tous les moyens de sécurisation sur le parcours. La visibilité et la surveillance en temps réel, parce que pour pouvoir réagir à la menace, eh ben, il faut avoir une visibilité la plus temps réel possible, et c'est là aussi que l'IA va nous aider. Les identités et les accès, on y revient. Et la conformité et l'audit, bah oui, parce que il y a eu une multiplication, évidemment, plus ça se digitalise, plus il y a une multiplication de conformité, ne serait-ce que pour travailler avec les partenaires, ou travailler, voilà, il y a l'ISO 27001, il y a la PCI DSS dans le secteur bancaire. Donc voilà, il y a beaucoup plus de conformités à respecter qui sont contraignantes. Et la sécurité telle qu'elle est adressée aujourd'hui, en tout cas, eh ben, c'est sacrément compliqué de tous les respecter quand on n'a pas justement une visibilité totale. Et bien sûr, la protection des données. Ce qui a changé par rapport à avant, vraiment, c'est que l'avant, la sécurité n'était pas centrée sur les données, elle était plus centrée sur les piliers que vous voyez à droite, donc l'identité, le device, le network, l'application et la data venant en dernier. Là où la sécurité a évolué, c'est qu'on se dit plutôt c'est une identité qui accède à une data à travers un device, un network et une application, mais sur des piliers qui communiquent, donc à travers l'analytique, la visibilité ou plutôt le monitoring, l'automation, parce que bon, c'est plus pratique de scripter, mais c'est aussi, ça permet aussi de réduire les erreurs humaines, mais aussi l'orchestration, c'est plutôt une question de synchronisation entre les différents piliers, et bien sûr la gouvernance au niveau des politiques de sécurité des entreprises qui peuvent intégrer aussi toute la partie conformité. Je peux passer au suivant. Alors, pour illustrer l'exemple, avant, on faisait beaucoup ce qu'on appelle la sécurité périmétrique. Donc, si on prend voilà, l'exemple d'une connexion classique, hein, et ça, c'est une pratique assez répandue. Voilà, le 0.3, c'est vraiment tout nouveau. Donc, c'est encore aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont dans cette logique. Donc, sur chacun des piliers, il y a une liste de policy qui est assez euh, peut-être explicite, mais simplifiée. Par exemple, Jérôme, il existe dans le répertoire de l'entreprise et il a validé son accès avec son Google Authentificator. Donc très bien, il peut accéder à son PC s'il a intégré cette fonction. Le PC, il est connu, hein, il a été donné il y a 6 mois, donc voilà, le PC appartient bien à l'entreprise, donc il peut se connecter au VPN. Donc il se connecte au VPN, il n'y a pas de souci. Dès qu'il arrive sur le VPN, et ben, en général, ce qui se passe, c'est que c'est là, on arrive sur la partie réseau et l'aspect réseau fait que ben, quand on vient du VPN, c'est-à-dire qu'on vient de l'entreprise ou en tout cas qu'on est autorisé à s'y connecter, donc on peut desservir à peu près toutes les applications. Et là, ça nous fait un peu revenir sur le concept de microsegmentation, c'est-à-dire que voilà, on peut vraiment se connecter partout et c'est pas contextualisé. Mais qu'importe, on se connecte depuis ce réseau à l'application. Et cette application, eh ben, elle a le droit d'accéder aux données. Ça peut se faire aussi avec l'identité de Jérôme, mais de toute façon, l'application, elle a le droit d'accéder aussi bien souvent à l'aspect, enfin, à la base de données de manière globale, même si c'est pas forcément tous les aspects de la base de données qui sont intéressants pour l'application, mais elle peut avoir accès à l'application, enfin, à la base de données au global. Il y a 3 problèmes principalement. C'est que déjà, c'est jamais remis en cause. En tout cas, c'est jamais remis en cause au niveau de la session. Une fois que la session est établie, on ne va plus le remettre en cause. C'est une vérification qui est vraiment très verticale. C'est-à-dire, on va vérifier pilier par pilier. Donc, ça va être une addition. C'est un peu comme des gates, en fait. On va passer une gate identité, une gate mon PC est certifié, une gate le réseau est bon, etc. etc. Et du coup, ben, tout ça, ça ne communique pas trop. Et la sécurité s'en retrouve un peu réactif que, ben, une fois qu'on a passé une gate, ben, on ne va pas regarder ce qui s'est passé dans le gate. Et puis voilà. Et puis c'est après coup qu'on va se rendre compte qu'en fait, par exemple, on verra justement dans le slide juste après, qu'il peut avoir un problème sur un ou plusieurs piliers. Donc, tu peux passer. Next.
C'est bon, normalement, là, c'est Contextual Ouais, Authorization. exactement, c'est bon. Ça vient de passer. Et le Zero Trust, en fait, on va prendre un nouveau prisme. Et en fait, on va regarder le device en lui-même ou l'identité en elle-même, mais on va plutôt contextualiser sa demande d'autorisation. C'est-à-dire que si là, on regarde plutôt sur la langue, ben oui, bon, on connaît Jérôme très bien, mais Jérôme, il est en congé aujourd'hui. Donc déjà, c'est un peu bizarre. Il est sur un PC qui n'est pas forcément à jour. Donc, bon, on va dire, on va laisser passer, mais bon, peut-être qu'il y a des virus qui sont sur le PC. Mais bon, qu'importe. Il se connecte sur le VPN, donc jusqu'ici, so far so good, tout va bien. Par contre, il se connecte depuis une Wi-Fi qui est publique, qui est en Chine, alors que Jérôme, normalement, ben, il est en Tony, en plus, il est en congé, donc c'est assez suspect. Il se connecte d'autant plus en plus sur l'application qui est sur la gestion des comptes clients, et il veut faire un virement à Kim Jong-il tant qu'on y est. Donc là, de ce point de vue-là, ça devient beaucoup plus suspect. Et c'est là que le Zero Trust intervient. C'est-à-dire que le Zero Trust, il va contextualiser au global, dans l'idéal, hein, parce que ça se fait step by step. Il faut savoir que le Zero Trust, on n'est pas encore à un niveau de maturité maximum, bien que certaines organisations s'en rapprochent. Mais au fur et à mesure de la requête, sur chacun des piliers, on va moduler un score de risque pour se dire que peut-être qu'on ne va pas laisser passer ce flux-là, mais on va être plutôt proactif que réactif. Et tu peux passer à la slide suivante. Donc, alors, la slide est un peu chargée, mais en gros, comment ça se passe? Donc, je vous disais qu'aujourd'hui, dans la sécurité, on a une focalisation sur la data. C'est-à-dire que c'est la data en elle-même qui va définir le niveau de criticité, en tout cas le niveau d'exigence qu'on va demander au niveau des différents piliers. Par exemple, sur du niveau 2, on va prendre le niveau 2. En général, c'est des échelles de classification assez classiques, hein, mais il peut en avoir beaucoup plus. Par exemple, dans le confidentiel, il peut y avoir des confidentiels qui sont liés à l'entreprise. Il y en a qui peuvent être liés à des problématiques nationales. Il peut y avoir aussi lié à l'OTAN, à l'UE restricted. Il y a beaucoup de possibilités de déclinaison, ce qui rend d'autant plus le travail compliqué pour les services de sécurité et informatique. Mais si on prend par exemple le niveau 2, le niveau 2, on va dire, bon, pour accéder aux données de niveau 2, on va juste demander un MFA mobile. Par exemple, ça peut être document d'interne, communication du CE. Voilà. Donc là, il n'y a pas trop de risques. Donc on peut accepter un score de risque de 55%, il utilise son PC perso, on est OK. Par contre, si on passe sur du niveau 3, là, on commence à avoir du contenu un peu plus restreint. Donc on va être un peu plus exigeant. Donc on va dire, bon, très bien, il y a son MFA mobile, mais on va peut-être lui demander une authentification supplémentaire. Et il faut savoir que dans le concept du Zero Trust, c'est vraiment quelque chose qui s'opère en temps réel. C'est-à-dire que si on parle, par exemple, pour simplifier, de documents Google Drive, si ce document sur Google Drive, il est interne et qu'après on clique sur le document restreint, c'est là où le Zero Trust va intervenir en disant, ah, attention, quand même, je vais te demander une authentification supplémentaire. Ou alors, je vais recontextualiser, par exemple, ce qu'on peut voir sur la partie endpoint, le fait que le PC, il a 4 jours de retard dans ses mises à jour. Et ça veut dire qu'entre-temps, il y a une vulnérabilité qui a pu être exploitée sur le PC. Donc, on va augmenter l'indice de risque score. Et on peut forcer encore plus. Tout à l'heure, je vous parlais qu'il pouvait y avoir plusieurs types de compliance, en tout cas de niveau de criticité, mais aussi qui est applicable sur un pays. Par exemple, si je fais un projet qui est lié à l'Europe, au niveau de l'Union européenne, je vais autoriser une connexion que depuis l'Europe. Et que depuis l'Europe. Alors, des fois, souvent, on dit oui, mais on peut très bien monter un VPN. Il faut savoir que dans le Zero Trust, c'est l'avantage que les piliers communiquent. Si je me connecte au point de VPN qui est en Europe, et que sur le PC, je détecte que je suis géolocalisé ailleurs qu'en Europe, et ben là, c'est l'avantage que les piliers communiquent, c'est qu'on peut dire, non, en fait, il y a un petit problème. Mais quoi qu'il en soit, au fur et à mesure, le risque score, enfin, la tolérance au risque, elle va baisser. Et sur du niveau 5, on peut rajouter, alors le niveau 5 existe chez certains clients, c'est-à-dire on appelle ça de l'adaptative MFA. On va faire du mobile, du Face ID, et puis, là, on est quand même sur du secret défense, donc, qui n'est pas écrit, sur du secret défense, donc on va passer sur l'empreinte. Et on peut même en rajouter la partie badge et autres en fonction des moyens d'authentification qu'il y a dans l'entreprise. Et on va être beaucoup plus restreint sur le retard au niveau
des updates. Donc, bon, si tu veux accéder, ben, redémarre, enfin, mets à jour ton PC, redémarre. Il faut que tu sois impérativement à Paris. Dans le cas, par exemple, en France, on a ce qu'on appelle la LPM, enfin, la loi de programmation militaire, qui est connue de manière générale pour le vote des budgets notamment, mais qui est aussi au niveau exigence cyber, l'obligation pour certaines entreprises d'avoir un SI qui est totalement localisé en France avec des technologies françaises. Donc, on peut exiger, par exemple, pour se connecter à ce genre d'infrastructure, il faut être au-delà d'une location particulière, même un bureau particulier. On peut aussi mettre en plus que l'application est sécurisée, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que toute la chaîne, elle peut être très bien. Par contre, l'application, quand elle a été développée, elle va utiliser une dépendance. On parlait tout à l'heure des interconnexions. Elle va utiliser une dépendance qui est vulnérable. Par exemple, une bibliothèque pour rajouter des icônes. Et enfin, que c'est explicitement autorisé au niveau de la database, c'est-à-dire que bon, c'est pas parce que l'application dit qu'il peut accéder que sur la database, sur le champ en particulier, on appelle ça les attributs qui sont associés à la data, qui est d'ailleurs utilisé en intelligence artificielle, on appelle ça la notation des champs dans la base de données pour dire, bon, explicitement, cette donnée sert à ça, 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 et les personnes autorisées sont ça, 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 ça. Tu peux passer au suivant. Donc, pour en finir rapidement sur parce que la question, c'est où est-ce que l'IA intervient là-dedans? Et bien, en fait, elle intervient un peu partout. Parce que l'avantage du Zero Trust, c'est qu'on a la visibilité partout, mais le désavantage, c'est qu'on a tellement de visibilité, et il y a tellement de choses à traiter, que c'est compliqué, déjà en termes de services qu'il faudrait pour analyser toutes ces données, mais en plus de contextualiser ces données, et en plus de ça, de détecter les signaux faibles. C'est-à-dire que là où l'humain est très mauvais, et quand on crée des règles de sécurité, on va créer des règles de corrélation. C'est-à-dire, on va dire, s'il n'est pas connecté, comme je vous ai marqué juste avant, par contre, on ne va pas forcément détecter un tout petit, un tout petit signal qui peut se trouver voilà, dans un bureau en particulier où, par exemple, on a inséré une clé USB dans un serveur. Ce serveur n'était pas forcément protégé. Il commence à diffuser des choses bizarres, mais dans la masse, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Et ça, pour nous, les humains, c'est très compliqué. C'est là où l'IA va nous aider. Donc, je vais vous prendre l'exemple, par exemple, de l'identité. Sur l'aspect identité, ce qu'on va faire, et là, on revient encore à l'intelligence artificielle, et plus précisément du machine et du deep learning, c'est qu'on va, pendant quelques temps, étudier le comportement d'un utilisateur et savoir c'est quoi sa routine quelque part. Et si un jour il dévie un peu de sa routine, et ben on va dire, bon, on va incrémenter le risque de score, on va dire, bon, c'est un peu bizarre. C'est pareil aussi pour l'awareness. On parlait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de campagnes dans les entreprises, on va envoyer des faux mails pour savoir qui c'est qui clique. Ça aussi, ça peut dégrader la confiance à l'utilisateur. Il faut savoir qu'après, tout ça, c'est temporaire, et c'est en général sur une fenêtre de temps qui est de 3 à 7 jours que ces politiques sont réactualisées. Sur les réseaux, je vous ai pris l'exemple du serveur qui est infecté. Sur les applications, ça peut être les patterns d'usage. Alors, c'est quelque chose qui est très utilisé, notamment dans le marketing, où on peut par exemple, voir le flux d'utilisateurs, comment il se comporte en fonction de quel âge il a, etc. etc. C'est un peu pareil. Nous, on va utiliser tout simplement ces mécanismes pour dire, tiens, c'est bizarre, d'habitude, il ne va jamais sur cette page. Il n'essaie jamais d'accéder à la page d'admin, puis là, bizarrement, il essaie d'accéder à la page d'admin. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, ça va encore une fois augmenter le risque score. Mais ce n'est pas aussi qu'au niveau de l'utilisateur, ça peut être aussi au niveau des développeurs qui développent l'application. On a beaucoup, et ça vous pouvez le regarder aussi dans le livre de Jordan, les méthodes aussi pour aider les développeurs à coder de manière sécurisée. Il y a beaucoup d'outils qui sont en place, mais ils sont jusqu'ici, jusqu'avant l'IA, et notamment l'UNLP, donc la possibilité d'interpréter le langage humain aussi, les commentaires qui sont dans le code et le contexte au général. Et puis de toute façon, ChatGPT et les autres outils peuvent générer du code. Ça va être compliqué. Des fois, il peut y avoir beaucoup de faux positifs ou des choses que ces outils ne vont pas voir, mais de plus en plus, ils sont équipés d'IA pour interpréter, et ça peut donner un score de l'application. Est-ce que voilà, et puis ça peut aussi aider aux développeurs pour lui donner des conseils un peu plus personnalisés s'il n'arrive pas à joindre, par exemple, le service informatique. Et pour la data, alors pour la data, il faut faire attention avec l'IA, il ne faut pas lui donner tout de suite accès à la data, on l'a vu tout à l'heure. Mais par contre, ça peut aider à classifier. Encore une fois, on est sur l'aspect compréhension de la data.
elle va dire, bon, ben voilà, ça parle de ça, ça parle de ça. Moi, je pense quand même qu'il faut taguer cette data en sensible. Peut-être que l'utilisateur, parce qu'à chaque fois, ça nous embête un peu quand on nous demande, il faut classifier la donnée qu'on est en train de faire sur chaque document. Et ben, l'IA aussi peut nous permettre aussi de classifier automatiquement ces documents. Sur l'aspect risque score, donc la masse, voilà, la masse analytique, la masse des données qui sont envoyées par l'IA, ben, voilà, on fait pilier par pilier, mais on regarde aussi au global. Et l'IA nous aide à affiner ce score. Et sur la gouvernance, elle nous aide aussi à interpréter aussi la conformité sur laquelle s'applique le cas d'usage pour nous dire vraiment est-ce que voilà, j'ai pas raté quelque chose d'un point de vue strictement réglementaire. Je peux passer au suivant. Donc en définitif, et je pense que ce que Jordan est assez d'accord avec ça, c'est en fait ça devient une guerre entre IA de plus en plus. C'est-à-dire que de toute façon, avant même ChatGPT, et avant même on va dire la découverte un peu des capacités de l'IA, on l'utilisait déjà en cyber de toute façon pour détecter les patterns. Mais c'est vrai que ces 3-4 dernières années, avec la sortie de ChatGPT notamment, ben là, l'IA est devenue vraiment très exploitable pour les attaquants. Avant, nous l'utilisions pour le machine learning, donc pour nous aider dans ces tâches-là. Aujourd'hui, elle peut être utilisée par les attaquants, ils n'ont pas besoin de faire de machine learning, mais simplement de contextualiser leur script en fonction de l'environnement où ils se trouvent. Et c'est là où l'IA est très, très pertinente. Donc au final, c'est une guerre entre IA et le Zero Trust aide simplement à avoir cette partie big data pour avoir une visibilité totale et être en capacité de contextualiser pour savoir s'il y a une menace au global sur le SI. Et comme le disait Brice, on a vraiment cette notion d'IA contre IA qui intervient de plus en plus. Et je vais en profiter pour répondre à la question de Margaret. En fait, Margaret a posé une question, c'est de savoir, bon, l'IA crée, d'accord, mais à partir de quoi est-ce qu'elle crée? Est-ce qu'il y a bien une base? Je vais vous montrer 2 trucs. Comme ça, c'est un des exemples, ça parle toujours mieux que du slide, selon moi. Je vous partage ici Gemini. Donc, Gemini, c'est Google, c'est l'outil d'intelligence artificielle générative de Google. Et donc, si jamais dans Gemini, je lui dis écris-moi l'histoire d'un chien qui voyage dans l'espace. Vous avez vu, je lui parle en français d'ailleurs. En fait, Gemini, il va récupérer tous ces éléments-là que je lui ai mis. Et ce qu'il va faire pour créer cette petite histoire dans les rues animées de Moscou, vivait un chien errant nommé Laika, etc., etc. En fait, comment est-ce qu'il va faire ça? Il va essayer de faire des corrélations entre les mots que je lui ai donnés. Histoire, chien, voyage, espace. Et à partir de ces mots-là, il va essayer de faire des corrélations entre tout ce qu'il a pu lire sur Internet et dans sa base d'apprentissage. Donc, en gros, tous ces documents, tous les livres, toutes les vidéos, tous les sons, et il va faire des corrélations, il va même créer des statistiques, en vérité. Et avec ces statistiques-là, il va générer une histoire qui est normalement originale. C'est-à-dire que même si on retrouve des trucs, Laika, par exemple, c'est plutôt un prénom qui pourrait correspondre à la Russie. Spoutnik, c'est aussi des mots qui correspondent à la Russie. Donc, en gros, il fait quand même des corrélations vachement intéressantes là-dedans et il nous crée une histoire. Et pourquoi est-ce que je vous parlais de capacité à pouvoir faire de l'attaque et de la défense? Si, par exemple, je lui dis ici, rédige-moi un script Python, parce que moi, je sais faire que du Python, donc ne me jugez pas, hein. Rédige-moi un script Python qui permet d'analyser un fichier CSV. Donc, je ne lui ai pas donné beaucoup de détails, le pauvre, hein. Donc là, on voit qu'il m'a rédigé un script en Python qui est capable de le faire. Donc, en fait, à la fin, il me ressort nombre de lignes, nombre de colonnes, etc. Donc, on voit qu'il a pu me générer du code. Et maintenant, je lui demande, donc après, il me donne les détails sur comment est-ce qu'il a rédigé ce code-là. Si maintenant, je lui demande sécurise-moi ce code davantage. Donc, je lui demande d'ajouter une couche de sécurité sur mon code. En fait, il va rajouter des éléments complémentaires qui vont permettre de sécuriser, notamment ici, là, c'est ce qu'on voit là. Donc, ça veut dire qu'il a amélioré la capacité à pouvoir sécuriser mon code. Et tout à fait, Stéphane, c'est le mot-là, ce que je voulais dire quand je disais que c'est à partir des livres, etc., qu'il a appris.
c'est qu'il ne les a pas sortis de nulle part, hein. Il a fait des relations et il a ressorti quelque chose qui existe, mais il l'a un peu réarrangé à sa sauce. Un dernier truc que je voulais vous montrer, à ne surtout pas reproduire à la maison, mais c'est pas grave, je vous montre quand même. Donc là, on est sur ChatGPT, parce que comme ça, je vous montre tout le monde, hein. Ici, je lui ai mis une capture d'écran du cours du Bitcoin. Vous voyez? Donc, ça, c'est public, hein. Donc, vous pouvez le retrouver sur le site de Binance, par exemple. Et je vais lui dire, d'après toi, est-ce qu'il est intéressant de vendre ou d'acheter du Bitcoin aujourd'hui? Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser la capture d'écran que je lui ai donnée. Et il m'explique plusieurs trucs. Vous voyez qu'il a vraiment bien analysé le truc, puisqu'il a trouvé le bon prix, etc. Et il va me donner son analyse. Donc, il me dit, si je suis un investisseur long terme, je peux acheter du Bitcoin. Si jamais je suis un trader à court terme, il faut que j'attende un petit peu, parce que là, en ce moment, c'est pas ouf. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si jamais on utilise des actions liées à ce qui est analysé par l'intelligence artificielle pour faire tout de suite des choses, sans vérification et sans ajout de couches de sécurité supplémentaires, ce qui pourrait se passer, c'est que l'intelligence artificielle, elle vend tous mes bitcoins, par exemple, alors que peut-être qu'elle se trompe. Ou à l'inverse, elle garde tous les bitcoins alors qu'elle devrait les vendre. Et si les données, elles ont été falsifiées, c'est-à-dire que la capture d'écran, elle a été modifiée entre le moment où je l'ai copiée et le moment où je l'ai collée, là encore, ça pourrait m'amener à faire des erreurs. Donc en fait, ce que je veux vous expliquer là, c'est que l'intelligence artificielle, c'est très puissant, c'est très efficace, ça permet d'avoir une meilleure performance dans notre travail du quotidien, mais il faut y faire très attention, surtout lorsqu'il y a des décisions qui sont liées à cette intelligence-là. Et pour continuer sur la question de Margaret, donc la base de données est alimentée au fil de l'eau et par qui? Eh bien non. En fait, la plupart des outils d'intelligence artificielle générative, comme ChatGPT ou Gemini ou d'autres, comme Mistral ou Falcon, Claude d'Anthropic, il y a une base de données qui est figée dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, ChatGPT, il a une base d'apprentissage qui est jusqu'en avril. Tout ce qui s'est passé après avril est plus rajouté dans sa base d'apprentissage. Ce qui fait que donc, si vous lui demandez des trucs par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il ne va pas pouvoir vous parler des élections législatives en France, par exemple, puisque sa base de données, elle est arrêtée avant ce qui s'est passé. De la même manière, ce qui se passe, c'est qu'elle est alimentée par un certain nombre de chercheurs et de professionnels de l'IA, et donc, il y a un certain biais. Pourquoi? Parce que si jamais le corpus documentaire qui a servi d'apprentissage à l'IA, il est plutôt centralisé sur un certain nombre de documents liés, je ne sais pas, par exemple au continent américain, l'IA générative sera moins performante pour répondre à des questions ou pour créer du contenu qui serait davantage corrélé à ce qu'il peut se passer en Asie, en Afrique ou en Europe. Et de la même manière, si c'est sur du corpus documentaire qui est plutôt centralisé autour par exemple, de la culture africaine, il aura du mal à pouvoir se projeter sur une culture européenne, asiatique ou américaine. Donc, il y a toujours un biais. Et ce biais-là, c'est l'un des challenges les plus importants auxquels essayent de répondre les sociétés d'intelligence artificielle. Et pour le coup, c'est vite obsolète, en effet. Il y a un point d'autant plus important sur lequel je voulais insister, c'est que d'un point de vue, c'est pas possible quand on génère une requête d'IA de savoir comment elle est arrivée à ce résultat-là. Ça veut dire qu'il y a deux moyens de sécuriser l'IA aujourd'hui, c'est en entrée des données qu'elle va ingérer et en sortie des réponses qu'elle va donner. Mais de faire du reverse engineering sur ce qu'elle a généré, c'est quasiment impossible. C'est comme une boîte noire, en fait, l'IA. Donc, c'est pour ça que au niveau il y a eu par exemple l'IA Act qui est sorti au niveau européen, mais qui s'attarde beaucoup plus sur comment l'IA va générer, va corréler les événements. Mais en fait, c'est pas tant ça le problème, parce que de toute façon, on peut pas vraiment, à part, il y a ce qu'on appelle du data drifting, quand on essaye que l'IA fasse
qu'on la corrige, parce qu'il y a une phase, dans les premières phases de l'IA, on essayait d'entraîner les modèles, et dans ce cas-là, il y avait toujours des humains dans lesquels, là où ce que Jordan disait, il pouvait avoir des biais qui étaient intégrés. Si par exemple, c'est une population américaine qui va corriger les biais, voilà, ce ne sera pas forcément les mêmes que la population japonaise, mais quoique chinoise, on va dire. Mais le vrai problème, en fait, il est vraiment sur l'entrée et la sortie de l'IA. Et sécuriser l'IA aujourd'hui à l'intérieur, ce n'est pas possible. Et ça vraiment, c'est un des challenges sur lesquels, comme disait Jordan, les entreprises sont en train qui développent l'IA sont en train de regarder comment on pourrait. Et il y a aussi cette logique de se dire, bah, peut-être qu'un jour, les IA vont corriger les IA. Et là, ça commence à devenir très Terminator. Et comme il ne nous reste que 2 minutes, je vais vite répondre à la question de Quentin et de Youssef. Donc, Quentin, il pose la question de savoir si des solutions existent pour se protéger de la propriété intellectuelle, et notamment savoir si on n'a pas utilisé des données propriétaires. Alors déjà, sache que les données propriétaires ont été utilisées. Il n'y a pas de question là-dessus. Tout ce qui est disponible sur Internet a été utilisé pour pouvoir entraîner les modèles, y compris des trucs propriétaires. Aujourd'hui, le différenciant qu'il existe entre les différentes solutions d'intelligence artificielle, c'est la capacité à citer les sources qu'elles ont utilisées pour pouvoir répondre à la question ou créer le contenu que tu leur as demandé. Donc, il est possible de vérifier quelles sont les sources et de vérifier si jamais les sources, notamment en termes de code, sont issues de codes propriétaires ou soumis à un certain nombre de licences auxquelles tu dois faire attention. Et pour Youssef, ces informations existent déjà sur Internet, donc c'est quoi l'intérêt de l'IA? Eh bien, tu as tout à fait raison. L'intérêt de l'IA, c'est notamment le fait de remplacer les recherches qui peuvent être parfois très compliquées et très, 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 très longues à faire. Ici, en moins de 3 secondes, j'ai eu une analyse complète d'un schéma sur le cours du Bitcoin avec des informations qui sont quand même très intéressantes. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était un peu rapide, mais il m'a donné des termes très précis avec un certain nombre de termes techniques notamment. Si jamais j'avais dû me former sur le sujet, si j'avais dû creuser le sujet du Bitcoin, ça m'aurait sans doute pris beaucoup plus de temps si l'intelligence artificielle m'a un petit peu mâché le travail. Et les informations qu'il collecte de différentes sources, la différence qu'il existe en fait entre toi, tu fais plutôt référence à l'IA généraliste et pas à l'IA générative. Pour répondre à des questions, je suis d'accord avec toi, ça n'a pas un grand intérêt. Pour créer quelque chose, et là, c'est différent. Pour créer quelque chose, l'intelligence artificielle générative, elle apporte quelque chose d'assez dingue. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à un moment dans la présentation, il y avait une photo, celle-ci, et je pense qu'on va conclure là-dessus, puisque c'est intéressant. Cette photo-là, c'est une photo qui a été générée par l'intelligence artificielle générative. Et donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est parce que je lui ai demandé de me générer la photo, l'illustration de ce que pourrait être l'intelligence artificielle générative. Et voilà ce qu'il m'a donné. Donc, maintenant, je vous laisse avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Est-ce que ça veut dire que l'IA a tout créé, toute pièce? Pourquoi est-ce qu'elle a mis ses couleurs? Pourquoi est-ce qu'elle a choisi une figure féminine? Pourquoi est-ce qu'elle a mis une capuche, des planètes en arrière-plan? Toutes ces questions-là, c'est des vraies questions et on pourrait poser la même question à un artiste qui aurait peint un tableau, chose qu'on ne peut pas faire avec l'IA traditionnelle. Je te laisse la main, Lucille, pour conclure. Merci beaucoup. Merci Jordan. Merci Brice pour cette belle présentation. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à tous les participants qui ont également posé des questions à Brice et Jordan. Sarou, je te laisse peut-être le mot de la fin pour conclure. Et puis, je pense qu'on libérera tout le monde pour aller voir le match. Non, mais on a essayé de tenir notre parole d'être à l'heure. Je voulais une nouvelle fois remercier Jordan et Brice pour leur exposé. Vous vous êtes mis au niveau du Kidam.com. Vous avez pu aller dans les détails techniques. J'ai trouvé ça très intéressant et surtout à la portée de tout le monde. Je vous invite à visiter également leur page, à vous abonner à leur publication. Notamment, j'ai remis le lien du livre de Jordan qui est fabuleux. Encore merci, le sujet est passionnant. Vous avez lancé le sujet du webinaire numéro 3 qui sera l'IA contre l'IA, comment ça se passe. En tout cas, merci infiniment pour votre participation et on vous donne rendez-vous demain pour deux sujets qui sont un petit peu différents, qui sont la stratégie cyber en entreprise
et les nouvelles normes type DORA et NIS 2 dans le monde professionnel. En tout cas, merci encore et c'est d'actualité. Très bon match à tout le monde.